Pendant des décennies, le marché pétrolier mondial a fonctionné sur une règle tacite que tout le monde acceptait sans vraiment la remettre en question. Une règle invisible, mais absolument centrale pour vos économies, vos portefeuilles, le prix que vous payez à la pompe, et même le taux de votre prêt immobilier. Et cette règle est en train de se fissurer, pas à cause d'une crise financière classique, pas à cause d'une récession, mais à cause d'une tension géopolitique que la majorité des investisseurs regardent encore comme un simple fait divers politique. C'est exactement là où ils se trompent. Ce qui se joue en ce moment entre l'Iran et les États-Unis n'est pas une affaire de diplomatie ou de politique étrangère. C'est une mécanique économique d'une précision terrifiante, dont les conséquences touchent déjà des marchés que vous n'auriez jamais imaginé connectés à cette région du monde. Et si vous pensez que ça ne vous concerne pas directement, restez là, parce que la suite va changer votre regard sur ce que vous croyez savoir sur l'économie mondiale. Commençons par poser un chiffre que peu de gens mentionnent vraiment. Le détroit d'Ormuz, ce passage maritime étroit entre l'Iran et la péninsule arabique, représente environ 20% du commerce mondial de pétrole. Un cinquième de l'énergie liquide qui fait tourner les usines, les camions, les avions et les centrales électriques de la planète entière passe par ce goulot d'étranglement géographique. Et l'Iran contrôle une partie significative de ce passage. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité cartographique avec des conséquences financières directes et mesurables. Quand la tension monte entre Téhéran et Washington, les traders de matières premières ne dorment pas tranquilles. Et ce n'est pas par peur ou par instinct, c'est parce qu'ils lisent les mêmes données et qu'ils savent que chaque escalade verbale, chaque mouvement de flotte militaire, chaque sanction supplémentaire compresse un peu plus une offre pétrolière mondiale déjà sous pression. Le marché du brut réagit à l'anticipation, pas aux faits. Et en ce moment, l'anticipation est en train de se recalibrer à la hausse. Vous vous demandez peut-être depuis combien de temps cette tension existe réellement. Parce que oui, les États-Unis et l'Iran s'affrontent économiquement depuis des décennies. Mais ce qui rend le moment actuel différent, structurellement différent, c'est la combinaison de plusieurs facteurs qui n'ont jamais coexisté avec une telle intensité simultanément. Et c'est précisément cette conjonction qui inquiète les économistes les plus sérieux. Pas ceux qui font du bruit sur les plateaux télévisés, mais ceux qui gèrent des positions à plusieurs milliards de dollars. Premier facteur, les sanctions américaines contre l'Iran ont été progressivement renforcées ces dernières années, visant directement les exportations pétrolières iraniennes. En théorie, ces sanctions sont censées réduire l'offre disponible sur le marché mondial. En pratique, l'Iran a développé des canaux d'exportation alternatifs, notamment vers la Chine, pour contourner ces restrictions. Le résultat est un marché pétrolier, où une partie significative des flux se déroule en dehors des circuits financiers traditionnels, sans passer par le dollar américain. C'est un point capital que beaucoup d'analystes sous-estiment encore. Deuxième facteur, et celui-là est vraiment peu discuté dans les médias grand public. L'Iran a significativement augmenté sa production pétrolière ces derniers mois, malgré les sanctions. Les estimations parlent d'une production supérieure à 3 millions de barils par jour, soit des niveaux proches des pics historiques. Cela signifie que les sanctions n'ont pas eu l'effet dissuasif escompté, et que Washington se retrouve face à un problème d'efficacité économique réel de ses propres outils de pression. Quand un instrument de politique économique ne fonctionne plus comme prévu, les marchés commencent à se demander quelle sera la prochaine étape. Et cette incertitude a un prix. Prenons une pause ici, parce que je veux vous poser une question directe. Est-ce que vous pensez que l'issue de ces négociations sera positive ou négative pour les marchés pétroliers à court terme ? Posez votre réponse en commentaire, parce que les avis sont vraiment très partagés parmi les analystes que je suis. Et je suis curieux de voir ce que vous en pensez, vous. Revenons aux conséquences concrètes. Si les tensions s'intensifient au point de menacer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, même marginalement, même temporairement, les modèles économiques les plus conservateurs estiment qu'une perturbation majeure pourrait propulser le baril de Brent au-delà de 120, voire 130 $. Ces chiffres ne sont pas de la fiction. Ils sont issus de simulations réalisées par des institutions financières qui préfèrent ne pas les rendre publiques parce que ces projections sont politiquement inconfortables. Et ce qui rend tout ça encore plus explosif pour les marchés, c'est le timing. Nous sommes dans un contexte où les banques centrales du monde entier, et particulièrement la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, ont enfin commencé à piloter prudemment la baisse des taux d'intérêt après une guerre de 2 ans contre l'inflation. Une nouvelle poussée inflationniste liée à une explosion des prix de l'énergie serait le pire scénario possible pour ces institutions. Cela forcerait une pause, voire un renversement de la politique monétaire. Et pour les marchés actions, obligataires et immobiliers, ce serait une onde de choc considérable. Regardez ce qui s'est passé historiquement. Chaque grande perturbation pétrolière liée au Moyen-Orient a précédé soit une récession,
soit une période d'inflation persistante qui a durci les conditions financières mondiales. 1973, 1979, 1990, 2022, dans un contexte différent mais comparable. Le schéma est là. Ce n'est pas de la superstition, c'est une corrélation économique solide que les gestionnaires de fonds institutionnels intègrent dans leur modèle de risque depuis des décennies. Ce que peu de gens voient cependant, et c'est l'angle que je trouve fascinant, c'est que cette tension Iran-USA a une seconde dimension financière qui dépasse largement la question du pétrole. Elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond. La question de la dédollarisation des échanges énergétiques mondiaux. L'Iran vend du pétrole à la Chine en yuan. Ce n'est pas anodin. C'est une brique supplémentaire dans un édifice qui se construit lentement mais résolument depuis plusieurs années. La Russie vend du gaz en roubles à certains acheteurs. L'Arabie Saoudite explore des paiements en yuan pour certaines livraisons vers l'Asie. Chaque transaction pétrolière qui sort du circuit dollar affaiblit marginalement mais structurellement la domination de la monnaie américaine dans le commerce international. Et voilà le paradoxe brutal que peu osent formuler clairement. Plus Washington renforce ses sanctions contre l'Iran, plus il pousse les pays ciblés à développer des infrastructures financières alternatives au dollar. C'est un effet boomerang économique de première ampleur. Les sanctions sont un outil de pression puissant à court terme, mais elles accélèrent à long terme le processus même que les États-Unis cherchent à freiner. Vous voyez l'ironie ? Si vous êtes encore là à ce stade, vous faites partie de ceux qui comprennent que la finance globale est un jeu d'échecs en 3 dimensions, pas une simple grille linéaire. Et c'est exactement pour ça que cette chaîne existe, pour décrypter ces dynamiques que les médias mainstream n'ont pas le temps, l'envie ou parfois la compétence d'expliquer correctement. Si ce type d'analyse vous parle, la cloche de notification est votre meilleur allié. Maintenant, parlons de ce qui se passe concrètement sur les marchés. Depuis le début de l'année, plusieurs signaux discrets mais cohérents indiquent que les grands investisseurs institutionnels se repositionnent en anticipation d'un choc énergétique potentiel. Le premier signal, c'est la hausse des positions longues sur le brut dans les rapports de la CFTC, la commission américaine qui régule les marchés à terme. Les spéculateurs et les fonds de couverture accumulent des contrats à terme haussiers sur le pétrole à des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis plusieurs mois. Le deuxième signal, c'est la performance relative des valeurs énergétiques dans les grands indices boursiers. Des entreprises comme ExxonMobil, Chevron, Shell ou Total Energies affichent une surperformance discrète mais persistante par rapport aux indices généraux. Ce n'est pas un hasard. Les gérants qui anticipent une tension sur l'offre pétrolière surpondèrent ces secteurs. C'est une forme de vote silencieux sur l'évolution probable des prix de l'énergie. Le troisième signal est peut-être le plus révélateur pour ceux qui savent le lire. Le marché des options sur le pétrole montre une asymétrie notable entre le coût des options d'achat et des options de vente. Techniquement, on appelle ça le skew de volatilité implicite. En langage simple, les investisseurs perdent plus cher pour se protéger contre une hausse du pétrole que contre une baisse. Cela signifie que le marché, collectivement, juge la probabilité d'un spike haussier comme significativement plus élevée que la probabilité d'un effondrement des prix. Et le marché des options est souvent bien plus prédictif que le marché spot. Maintenant, j'entends déjà la question qui se forme dans votre esprit. Est-ce que tout ça se résout si un accord diplomatique est trouvé ? Est-ce que la signature d'un nouveau cadre nucléaire ou commercial entre l'Iran et les États-Unis pourrait inverser toutes ces dynamiques ? La réponse honnête est partiellement et temporairement. Parce que les structures économiques qui ont émergé de ces années de tension ne disparaissent pas du jour au lendemain avec une signature sur un document. Les circuits commerciaux en yuan, les réseaux de tankers fantômes, les infrastructures bancaires alternatives construites pour contourner le système dollar, tout ça a une inertie propre. Même un accord diplomatique ne les efface pas instantanément. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé après l'accord nucléaire de 2015. Le retour de l'Iran sur les marchés pétroliers mondiaux avait en réalité fait pression à la baisse sur les prix du brut à court terme, en ajoutant de l'offre sur un marché déjà bien approvisionné. Autrement dit, une désescalade peut également créer des effets de marché que les investisseurs non préparés ne voient pas venir. C'est pour ça que la question n'est jamais « est-ce que la tension monte ou descend ?» mais « quel positionnement est optimal dans chaque scénario ?» Je veux être direct avec vous maintenant. Est-ce que vous pensez qu'un accord entre l'Iran et les USA serait une opportunité d'achat sur certains actifs ou une opportunité de vente ? Parce que la réponse n'est pas aussi évidente qu'elle en a l'air. Et j'adorerais lire vos arguments en commentaire. Les meilleures réponses, je les mets en avant dans mes prochaines vidéos. Revenons à l'image globale. Ce que cette situation révèle en réalité, c'est la fragilité structurelle d'un système économique mondial qui repose encore massivement sur une seule ressource énergétique, dans une seule zone géographique, transitant par un seul point de passage.
Cette concentration du risque est connue depuis des décennies, mais le monde n'a pas réussi à s'en affranchir suffisamment vite. La transition énergétique est en cours, certes, mais les renouvelables ne peuvent pas encore absorber un choc pétrolier majeur sans conséquences économiques sévères pour les pays importateurs. L'Europe est dans une position particulièrement délicate. Encore très dépendante des importations énergétiques, elle n'a aucun levier direct sur les négociations Iran-USA. Si le prix du brut s'envole, c'est l'euro qui trinque, l'inflation européenne qui remonte, et la BCE qui se retrouve à nouveau coincée entre soutenir la croissance et combattre l'inflation. Pour les marchés actions européens, c'est le scénario le plus redouté. Pas une récession classique, mais une stagflation rampante qui érode les marges des entreprises et comprime les valorisations. Les pays émergents importateurs de pétrole, comme l'Inde, la Turquie ou l'Égypte, sont encore plus exposés. Pour eux, un baril à $120, c'est une facture énergétique insoutenable, une pression massive sur leur balance des paiements, une dépréciation de leur devise et une inflation importée difficile à maîtriser. Ce sont des marchés où les investisseurs étrangers fuient rapidement à la moindre perturbation, créant des crises de liquidité locales qui peuvent s'emballer. Et là, vous commencez peut-être à voir l'ampleur réelle de ce que représente ce qui se joue entre Washington et Téhéran. Ce n'est pas une tension régionale, c'est un détonateur potentiel pour une réaction en chaîne mondiale dont les effets ne se limitent pas au prix de l'essence à la pompe. Ce sont vos économies, vos taux de crédit, vos investissements, la valeur de votre monnaie et la solidité des marchés sur lesquels vous investissez. Alors quelle est la bonne lecture pour un investisseur informé face à ce contexte? Pas la panique, jamais. Pas l'euphorie non plus, mais une adaptation lucide et stratégique du positionnement. Les secteurs qui bénéficient historiquement d'une hausse des prix pétroliers sont clairs. Les majors énergétiques, les sociétés de services pétroliers, certaines valeurs minières liées à l'inflation des matières premières. Les secteurs à éviter ou à sous-pondérer en période de choc énergétique sont tout aussi clairs. Les compagnies aériennes, les transporteurs lourds, les industriels à forte consommation d'énergie et les marchés émergents importateurs. Sur le marché d'échange, un choc pétrolier prolongé renforce traditionnellement le dollar américain face aux devises des pays importateurs d'énergie. Mais attention, c'est là où le paradoxe de la dédollarisation devient intéressant. Si une partie croissante des transactions pétrolières se fait hors dollar, ce mécanisme historique de dollar-refuge en période de choc pétrolier pourrait s'affaiblir progressivement. Nous ne sommes pas encore là, mais c'est une évolution structurelle à surveiller sur les 5 à 10 prochaines années. Ce que je retiens de tout ça, et j'espère que vous aussi, c'est que les grands mouvements de marché naissent rarement là où tout le monde regarde. Ils naissent à l'intersection de dynamiques que personne ne relie entre elles. La tension géopolitique au Moyen-Orient qui alimente la dédollarisation. La dédollarisation qui remodèle les flux de capitaux mondiaux. Les flux de capitaux qui redistribuent les gagnants et les perdants des marchés financiers. Et tout ça pendant que la majorité des gens regardent les écrans de leurs applications de trading en se demandant pourquoi leur portefeuille bouge dans des directions qu'ils n'anticipaient pas. La vraie compétence financière, ce n'est pas de prédire l'avenir avec certitude. C'est de comprendre les mécanismes de cause à effet assez profondément pour ne pas être surpris quand ils se manifestent. Et c'est exactement ce que je m'engage à vous offrir sur cette chaîne, semaine après semaine, sur les sujets qui comptent vraiment pour vos finances. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous faites partie de ceux qui comprennent que l'économie mondiale est un système interconnecté, où chaque tension, chaque sanction, chaque accord ou rupture diplomatique a des répercussions concrètes sur votre argent. Alors dites-moi en commentaire, selon vous, quelle est la menace la plus sous-estimée dans tout ce que nous venons de décortiquer ensemble? La hausse du pétrole, la dédollarisation silencieuse, ou l'effet boomerang des sanctions sur le système financier mondial? Je lirai vos réponses, et les analyses les plus pertinentes nourriront directement mes prochains sujets. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, parce que la prochaine vidéo va dans une direction que vous n'attendez pas.